semaine, le magazine Environnement s'envole pour l'Antarctique, où la NASA vient de lancer des ballons-sondes pour étudier l'atmosphère de notre planète. Puis nous verrons pourquoi l'explosion du nombre d'internautes a pour conséquence une augmentation des gaz à effet de serre. Et enfin, du Maroc au Sénégal, en passant par la Norvège ou le Japon, nous ferons un véritable tour du monde des énergies en compagnie de 2 jeunes scientifiques. L'Antarctique, continent le plus froid, le plus hostile, mais aussi le plus préservé de la planète. Les températures y avoisinent souvent moins de 60 degrés Celsius. Des centaines de scientifiques du monde entier se relaient chaque année dans les différentes stations éparpillées sur ce désert blanc. C'est ici, depuis la base de McMurdo, que les scientifiques de la NASA et de la Fondation nationale pour la recherche américaine viennent de lancer 3 laboratoires volants. Bardés d'instruments de mesure, ils vont entre autres tenter de mesurer et analyser les caractéristiques des hautes couches de l'atmosphère terrestre, et notamment de l'influence des rayons solaires sur la couche d'ozone. Les premiers résultats sont attendus fin février. C'est l'une des conséquences les plus inattendues de l'augmentation du trafic sur Internet, une émission croissante de gaz à effet de serre. Et oui, bien assis dans notre fauteuil en train de surfer sur le net, nous contribuons malgré nous à augmenter les émissions de CO2. C'est ce que montre un rapport publié par des chercheurs américains de Berkeley, en Californie. La raison, un nombre de serveurs qui a explosé entre 2000 et 2005 et un doublement de leur consommation en électricité. Les États-Unis et l'Europe sont les plus mauvais élèves, mais l'Asie, avec un nombre exponentiel de personnes connectées, ne fait pas bonne figure non plus. Pas de solution miracle, mais une piste tout de même. Mettre au point des processeurs moins gourmands en énergie. À gauche, Elodie, à droite, Blandine. Elles sont issues d'une grande école d'ingénieurs. Les questions énergétiques, c'est leur spécialité, mais aussi leur cheval de bataille. Alors pour sensibiliser au problème des ressources énergétiques, elles ont organisé un voyage particulier, un tour du monde des énergies, de toutes les énergies. Il vient de s'achever, elles parlent de leur voyage, un voyage motivé par un constat. Nous, on avait vraiment une démarche différente, au sens où on voulait faire comprendre. Et pour faire comprendre, il faut déjà connaître la situation existante. La Terre a des ressources, mais elles sont finies. Il n'y a pas une pompe qui alimente la Terre constamment en énergie fossile. Il y a une pompe, par contre, qui alimente la Terre constamment en énergie renouvelable. Et ça, c'est le soleil. Le vent, l'énergie des mers, l'énergie des marées, des courants, de l'eau, ça vient du soleil. Or, aujourd'hui, 80% de l'énergie utilisée dans le monde est d'origine fossile, c'est-à-dire non renouvelable. Si on ne sait pas ça, si on ne sait pas comment elles sont utilisées, comment elles sont extraites, qu'est-ce qu'on en fait, on n'arrivera jamais à faire comprendre aux gens qu'il faut changer. Et visiblement, c'est possible. Avec leurs caméras, elles sont allées à la rencontre du monde. Un monde où l'énergie fait partie du quotidien. Un quotidien avec ses problèmes, comme l'absence de réseau électrique dans la campagne marocaine, par exemple. Un problème parmi tant d'autres, mais il y a des solutions. Et les initiatives ne manquent pas. D'ailleurs, leur tour du monde, c'est des cultures, des paysages, mais avant tout une photographie de l'état énergétique du monde. Elles ont traversé 17 pays en 7 mois. Par exemple, en Norvège, on est parti s'intéresser aux hydroliennes, qui sont des éoliennes au fond de l'océan. Donc, comment exploiter le courant, l'énergie de la mer. En Allemagne, on est parti s'intéresser aux habitats plus économes en énergie, donc davantage sur l'usage énergétique. Au Maroc, au Sénégal, en Afrique du Sud, on s'est davantage intéressé à la composante sociale, c'est-à-dire comment les projets, comment une technologie répond à un contexte local, permet à une certaine population d'accéder à l'électricité, de répondre à des problématiques telles que la déforestation. Au Japon, c'est davantage l'hydrogène et la géothermie, donc exploiter la chaleur de l'eau souterraine qui nous a marqués. Bien sûr, elles ont un regard de professionnel, mais ce tour du monde, c'est avant tout des rencontres et de nombreux projets. On a vu des choses fantastiques un peu partout dans le monde, avec chaque fois des gens extraordinaires qui les portent au bout de leurs bras et qui font en sorte que ça arrive. Faire un petit pas, ça permet de montrer aux gens que d'abord c'est possible. On n'est pas obligé de tout de suite grimper l'Everest, on peut commencer par s'entraîner sur un mur d'escalade. Donc en faisant des petites choses, en constatant qu'elles n'ont pas changé notre confort, notre niveau de vie, qu'au contraire, peut-être on se sent mieux, qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose de grand, ça va motiver les gens à viser encore plus haut. Mais il y a une réalité, l'énergie fossile domine. Alors elles sont allées sur un bateau-plateforme au large de l'Angola rencontrer des ingénieurs. On y extrait et stocke du pétrole, mais on y brûle aussi du gaz dans l'atmosphère.
Dans quelques jours, cette même plateforme pourra réinjecter le gaz dans le sous-sol sans le rejeter. Et ça, c'est un vrai progrès. Un peu plus loin, en Afrique du Sud, elles sont allées voir une mine de charbon. Chaque année, 800 000 tonnes de charbon y sont ramenées à la surface, purifiées puis triées. D'ailleurs, le charbon, c'est un de leurs sujets de préoccupation. C'est la démarche d'un certain nombre d'industriels d'aller de plus en plus vers le charbon. Il faut peut-être réfléchir aussi à d'autres usages du charbon. C'est-à-dire que le côté peut-être réaliste, c'est de se dire, avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourra pas passer du jour au lendemain toute énergie renouvelable, même si ce serait rêvé en fait, passer du jour au lendemain à l'énergie renouvelable. Mais peut-être en intermédiaire, gérer cette énergie de façon plus propre. Une nécessité, car depuis que le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 $, les experts prévoient le doublement de la consommation de charbon d'ici 2030. C'était bien le but de ce voyage, faire un état des lieux du monde des énergies, de toutes les énergies.